Et c'est parti, nous sommes en direct. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Et ce soir, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir Daniel et Gisèle. Coucou à vous. Bonsoir. Bonsoir. Ça y est, Voilà, on nous bonsoir, voit. c'est on nous voit. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On a déjà pas mal de monde qui sont là depuis le Québec, depuis Nouméa, Vancouver également, depuis la France. Donc, eh bien, installez-vous confortablement parce que ce soir, on va vous parler eh bien, des risques du net et vous montrer un petit peu tout ce qui peut s'y passer et comment on peut déjouer tout ça. Et donc, on est avec Daniel et Gisèle qui vont nous parler de ça ce soir. J'attends juste vos retours pour être sûr bien, que vous nous recevez bien et puis après, on va pouvoir démarrer. Mais vous pouvez déjà, Daniel et Gisèle, bien, vous présenter en quelques mots, dire quelques petites choses à nos chers auditeurs. Voilà. Ce soir, on va vous parler de quelque chose qui est sans doute extrêmement précieux pour vous. Parce que j'imagine que c'est quelque chose de précieux pour vous. Si des mois et des mois, peut-être même des années, et vous n'aimeriez pas un matin allumer l'ordinateur et découvrir que le fruit de plusieurs années de travail soit est détruit. La plupart du temps, il est menacé, plus que détruit. Mais malgré tout. Donc, voilà, c'est de ça qu'on va parler. Nous sommes sur Internet et ce n'est pas une terre totalement sûre, mais on peut se prémunir. On va regarder comment, bien sûr, là, cette soirée, c'est une présentation d'un atelier qui est constitué d'une heure, qui présente dans le détail des solutions pour se prémunir. Mais l'idée, c'est de protéger votre bien, de protéger ce que vous avez créé depuis des mois ou des années. Voilà, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment vous apporter notre expertise dans le sujet. On a écrit un livre là-dessus et on s'est dit, bon, on a le livre, il va atteindre un certain nombre de personnes. Mais maintenant, il y a énormément de personnes qui regardent des vidéos du e-learning et on voulait également vous apporter notre aide, voilà, vous qui êtes sur le net. C'est important, les menaces sont de plus en plus fréquentes, donc il faut espérer les déjouer avec cet atelier. Et là, on va vous en parler pendant cette présentation. Donc voilà, on vous a préparé un beau PowerPoint et si vous voulez bien, on va maintenant basculer vers ce PowerPoint. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à tout vous délivrer parce que c'est un sujet hyper intéressant et puis c'est vrai qu'on a tous un ami ou des personnes autour de nous qui se sont déjà fait pirater des adresses mail, des mots de passe et donc c'est toujours assez embêtant et quand c'est vrai qu'on a des mots de passe qui sont assez similaires sur plusieurs comptes, ça peut arriver aussi que ce soit des fois des comptes qui soient plus précieux comme les comptes en banque ou des choses comme ça et parfois voilà, ça peut arriver qu'on n'ait plus ces accès, donc c'est toujours très très gênant et puis c'est difficile après de les récupérer. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble ce soir aussi, comment on peut faire pour éviter tout ça. Maintenant on va jouer un petit peu à l'interaction. Dites-nous un petit peu voilà, d'où vous venez, ce que vous faites, si ça vous est déjà arrivé ou si justement vous avez quelqu'un également à qui ça a pu arriver qu'on pirate son adresse mail ou des petites choses comme ça, un compte Facebook. Ça arrive régulièrement aussi, des comptes sur des réseaux sociaux ou des faux comptes simplement qui essayent de récupérer vos données. Voilà. Dites-moi un petit peu tout ça. Hop. Bienvenue dans cet atelier d'introduction à la cybersécurité. Oui, bonjour tout le monde. On espère que ça va vous apporter énormément de choses pour vous aider à sécuriser vos données. D'accord. Le sous-titre de cette conférence, c'est « Soyez au courant des risques pour mieux les déjouer ». Et c'est un petit peu l'idée. L'idée de base, c'est que vous avez des choses qui sont précieuses dans votre vie. Ça peut être vos photos, ça peut être des livres que vous avez écrits, des produits que vous avez créés, et ça peut être votre entreprise si vous en avez une.
Ça peut être aussi votre compte bancaire. Vous n'avez pas forcément envie qu'on vide votre compte bancaire. Donc nous sommes les auteurs de ce guide, le guide d'autodéfense sur Internet. Donc voilà, c'est un livre qu'on a voulu écrire pour pouvoir aider tous les particuliers, les entreprises, enfin les TPE, tout ça, à pouvoir détecter les menaces et trouver les parades. Voilà, on voulait donner un petit peu tous les trucs qui permettront de pouvoir déjà sécuriser tout ça à la base. Et donc il est assez complet. Voilà, il traite vraiment de tout sur le sujet. Mais là, on est bien d'accord, on vous parle d'un atelier. L'atelier, c'est le livre, si on pouvait dire, sous forme de vidéo, de 1h30 de vidéo en fait. C'est-à-dire qu'on vous présente les mêmes données sous une forme très conviviale. Il y a des dessins animés, il y a des films, il y a des panneaux, il y a de la couleur. Enfin bon, l'idée c'est d'avoir ces données sous une forme beaucoup plus facile à assimiler. Alors qui sommes-nous? Je me présente en 2 mots. Daniel Gibia, je suis écrivain et journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. J'ai longtemps écrit pour les magazines de jeux vidéo et de high-tech et je suis reconnu comme l'un des experts français des nouvelles technologies. Alors de mon côté, moi je suis écrivaine également, donc j'écris dans divers domaines, que ce soit des essais, des livres pratiques. Je suis formatrice dans la gestion des conflits, l'organisation du travail, le management des équipes et je suis également traductrice technique. Alors, imaginons que vous deviez partir à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que vous feriez? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote. À Los Angeles, un soir, je suis à 10h30 du soir dans le hall de l'hôtel et je demande au réceptionniste où se trouve l'ATM. Alors l'ATM en français, c'est le distributeur bancaire, enfin avec la carte bleue, le plus proche. Et il me répond, mais vous êtes fou, on est à Los Angeles. À Los Angeles, à 10h30, on ne va pas chercher des sous dans un distributeur. Bon, c'est un petit peu ça l'idée. C'est que, heureusement, il m'a dit, je vais vous accompagner. Et peut-être que s'il ne m'avait pas accompagné, je me serais fait souffler ma carte bancaire ou autre chose. Donc, là, dans le cas présent, j'avais fait la mégarde de ne pas avoir lu un guide. Mais normalement, quand vous partez à l'autre bout du monde, en général, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez un guide de voyage. Vous chercheriez les endroits où il ne faut absolument pas aller à une certaine période de la journée ou de la nuit, ou même pas du tout. Voilà, c'est ça. Parce que je pense que si vous regardez, on s'est tous fait arnaquer. Moi, ça m'est arrivé aussi une fois en arrivant à l'aéroport, un type qui arrive, très sympathique, on était 2 Français. Il nous dit, ouais, je peux vous changer votre argent à un taux bien meilleur que celui de la banque. Et bon, on s'est fait arnaquer. Et donc, ça a dû vous arriver. Maintenant, la plupart d'entre nous, quand on part quelque part, on lit un guide pour être au courant de toutes ces choses à faire et à ne pas faire. Et donc, Internet, il faut considérer Internet comme si on partait, je sais pas, au Venezuela ou au Pakistan ou au Pérou, enfin dans un endroit qui peut avoir des mœurs différentes des nôtres. Et Internet, c'est ça. On ne peut pas trop se balader si on n'a pas lu un guide, ou bien, là dans le cas présent, c'est un atelier sous forme de vidéo, où on vous donne un petit peu tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour ne pas se faire piéger ou arnaquer. Donc il faut vraiment considérer Internet comme une terre qui serait à l'autre bout du monde et qui ne serait pas très safe, pas très sûre. Elle ne l'est pas. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons écrit le guide d'autodéfense sur Internet, et puis c'est la raison pour laquelle on vous propose des ateliers qui, rappelons-le, c'est la même chose sous forme plus conviviale. Donc l'atelier sous forme de vidéo, donc 1h30 de vidéo, couvre les principaux points du livre sous une forme facile d'accès et pratique. Selon, alors ça c'est quelques faits et chiffres, quand même pour vous montrer l'ampleur que peuvent prendre un petit peu toutes les attaques. Selon une estimation de la Maison Blanche, le maliciel NotPetya, donc maliciel, c'est un petit logiciel qui... nuisible, quoi, disons. Nuisible, voilà. Le maliciel NotPetya aurait coûté 10 milliards de dollars à des entreprises du monde entier, parmi lesquelles on va trouver Auchan, Saint-Gobain et la SNCF, qui sont quand même pas des petites sociétés. Mais oui, c'est des sociétés qui ont des services informatiques avec des techniciens qui bossent 24 heures sur 24 pour protéger la boîte. Et malgré tout, des boîtes comme ça qui emploient des informaticiens super formés et super bien payés se sont fait rançonner. C'est pour vous dire que
les hackers, les pirates peuvent être très très malins. Donc s'ils peuvent blouser des boîtes de cette taille, vous vous rendez compte de ce que c'est pour le particulier. Alors, on a un autre exemple qui est la ville de Riviera Beach en Floride, qui a été prise en otage en mai 2019. Donc prise en otage, ça veut dire, donc là en gros, un pirate avait crypté les données informatiques de la ville et a réclamé une rançon. Et donc la ville a dû débourser plus de 600 000 $ pour pouvoir récupérer ces données. Toutes les données étaient chiffrées, cryptées, ils ne pouvaient absolument plus rien faire avec. Voilà. On a même un rapport du Sénat américain en 2019 qui a estimé que le scam, donc le scam, ce sont les diverses escroqueries en ligne, représentait un montant de 3 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a eu pour 3 milliards de dollars de gens qui se sont fait escroquer, par exemple des faux messages aux impôts, vous avez peut-être reçu ça. Tenez, on va vous rembourser 8 000 € d'impôts, 2 000 € d'impôts, ou même 800 €. Et donc vous allez sur un site et hop, vous vous faites arnaquer. L'arnaque au sentiment, c'est la personne qui fait croire qu'elle est tombée amoureuse de vous. Ne riez pas, moi j'ai un ami qui est éditeur de magazine, donc on pourrait penser quand même qu'il a fait des études, que c'est pas un idiot, qui s'est fait avoir par une fille en Colombie qui n'arrêtait pas de lui réclamer de l'argent et comme par hasard, il y avait toutes sortes de drames et elle n'arrivait jamais à venir en France. Ou alors il y a les messages, vous avez gagné à une loterie, vous avez peut-être gagné, vous avez peut-être reçu ça, quelle chance vous avez gagné à une loterie, vous cliquez et hop, on vous prend vos mots de passe et hop. Ou alors un ami ou quelqu'un qui se fait passer pour un ami et qui appelle à l'aide. Donc on va voir tout ça dans l'atelier. Donc, selon le rapport Euler-Hermès de 2019, le coût moyen d'une cyberattaque, il est de 10 000 € pour une TPE, donc une très petite entreprise, et de 100 000 € dans 6% des cas. Donc s'il y en a parmi vous qui ont une entreprise, en général j'imagine que c'est des entreprises à une personne, est-ce que 10 000 € vous pourriez supporter d'avoir un trou de 10 000 € dans la caisse? Il y a beaucoup de boîtes comme ça que je connais d'auto-entrepreneurs pour lesquelles ce serait très difficile. 100 000 € on n'en parle même pas. Donc nous allons voir donc le panorama des principaux risques qu'on peut avoir sur Internet. Nous allons parler des virus, des rançongiciels, du scam ou arnaque, du phishing. Donc le phishing, Daniel. Ce sont des sites qui imitent des vrais sites. Par exemple, vous croyez être sur les sites de la FNAC et vous êtes en fait sur un site qui imite celui de la FNAC, ou vous croyez être sur Amazon ou le Bon Coin, vous êtes sur des sites qui imitent ces sites-là afin de récupérer vos coordonnées. Voilà. Donc nous allons voir également le mot de passe, le vol de mot de passe, pardon, les données personnelles exposées sur les réseaux sociaux, les maliciels transmis par les clés USB et également les failles du Wi-Fi quand on se connecte à l'extérieur. Voilà, on va retourner en mode PowerPoint là. Commençons donc par les virus. Donc les virus, ce sont des programmes de petite taille qui infectent les données d'un ordinateur ou qui freinent son fonctionnement. Donc on les appelle virus parce que de la même façon qu'ils affectent le corps humain, ils se propagent d'un ordinateur à l'autre en se répliquant, c'est-à-dire vraiment en faisant une copie conforme du virus. Oui, si je peux faire un aparté ici, là, ce soir, on voit vraiment les principales sources de menaces, mais les virus ne sont qu'un type parmi d'autres de maliciels. Il y a d'autres types de maliciels, on ne va pas tout passer en revue ce soir, mais dans l'atelier, on verra tout. Mais les virus, la plupart des gens connaissent, donc on s'est dit, on va d'abord vous parler des virus. Alors, un des points qui peut paraître étonnant avec un virus, c'est qu'il peut rester, dormant, c'est-à-dire inactif pendant des années. C'est-à-dire que, je ne veux pas vous mettre la panique, hein. Vous pourriez avoir un virus dans un ordinateur, et vous ne le savez pas, que la personne ne le sait pas, et le virus va rentrer en action à un moment donné, après avoir infecté le plus possible de fichiers ou d'ordinateurs si vous êtes en réseau. Et on a un bon exemple, c'est fin 2018, la chaîne d'hôtels Marriott. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, vu cette chaîne d'hôtels, ce sont des très très beaux hôtels, parfois près des aéroports. Donc elle a fait savoir que son système de réservation, donc réservation de chambres, avait fait l'objet d'une intrusion et des centaines de milliers d'informations de cartes de crédit avaient été copiées. Or, il a fallu 4 ans pour que Marriott réalise que son système avait été attaqué. C'est-à-dire que pendant 4 ans, le pirate qui avait fait cela, il s'est servi allègrement. Donc vous imaginez non seulement
le problème pour Marriott qui a dû s'excuser auprès de ses clients. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis des class actions, c'est-à-dire des gens qui font des recours en action collective, c'est-à-dire des attaques, grosso modo, de groupe contre Marriott parce qu'ils estiment qu'ils ont été lésés. Les États-Unis, les avocats, dans ces cas-là, ils sautent tout de suite sur l'affaire et ils proposent aux gens de les défendre. Alors, depuis 1998, l'email est devenu le plus grand vecteur de diffusion de virus. Oui, c'est important de savoir parce qu'avant, c'était par les disquettes. Je donnais une disquette à quelqu'un, il me donnait une disquette, on se passait un virus. Ça restait à petite échelle. Mais depuis qu'il y a l'email, ça a pris des proportions énormes. Voilà, surtout qu'un email, c'est très facile, on le reçoit, on l'ouvre, on clique sur la pièce jointe. Ça va vraiment très très vite, donc c'est vraiment idéal pour transmettre des virus. Et donc en mars 1999 est apparu le premier virus d'envergure, on va dire, celui qui vraiment a provoqué pas mal de dégâts. C'est beaucoup, j'allais dire, dilué dans la sphère d'Internet, c'est Melissa. Melissa, il accédait au carnet d'adresse de l'utilisateur et il se réexpédiait à 50 correspondants. Donc une fois, bien sûr, qu'on avait ouvert la pièce jointe et qu'on avait ce virus. Donc les gens qui recevaient à leur tour cet email, ils croyaient qu'il provenait d'un ami, donc ils l'ouvraient et ils le renvoyaient à leur tour à 50 autres correspondants. Sans le savoir, bien sûr. Sans le savoir, bien sûr, et ça provoquait une réaction en chaîne. Et en une semaine, il y a 6 millions d'ordinateurs qui ont été infectés. Alors pourquoi on vous parle d'un virus qui est apparu en 99, vous allez dire que c'est quand même un peu vieux, c'est que Melissa a été le modèle des virus qui ont suivi. En général, un virus, effectivement, il infecte votre messagerie, il arrive par la messagerie et il se réexpédie à vos copains. Donc vos copains, en le recevant, ils se disent, tiens, je ne sais pas comment vous appelez, Adrienne ou Germain, tiens, ben c'est Adrienne qui m'écrit, je vais l'ouvrir. Ou c'est Germain qui m'écrit. Donc c'est ça un petit peu comme on disait au début, les gens qui créent ces maliciels, ils vont pas arriver avec des couteaux à la bouche ou un air hirsute. En général, ils arrivent sympathiques et puis donc ils sont cachés. Donc ils utilisent des mécanismes sociaux, le fait qu'on a des amis, des choses comme ça, pour essayer de vous piéger. Après, on a un autre virus qui est arrivé qui s'appelle I Love You. I love you. Donc en mai 2000. Et lui, il a touché des dizaines de milliers d'entreprises et des millions de particuliers, y compris des institutions comme la CIA et le FBI. La CIA et le FBI, on peut penser que comme ce sont des gens qui espionnent les autres, ils devraient être experts, et c'est le cas, dans la protection contre l'espionnage. Et même eux se sont fait avoir. Voilà, et I Love You, il a infecté quand même 10% des ordinateurs connectés à Internet, ce qui est quand même énorme. Et c'est vrai que on reçoit un message I love you, on se dit oh qui m'aime, c'est génial et tout, c'est super mignon. Et du coup on va ouvrir parce qu'on a envie de savoir qui nous envoie cette petite attention si gentille. Donc voilà, c'est un petit peu la façon pernicieuse d'envoyer ce genre de virus. I love you, en fait, il a eu un avantage, c'est qu'il a fait prendre conscience au monde entier qu'il fallait mettre des antivirus dans les ordinateurs. Et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent là maintenant, vous allez nous dire, quel est le problème avec les virus? On a tous Alors, en général, quand vous achetez un ordinateur, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un antivirus qui est installé et qui fonctionne en permanence. Seulement voilà. D'abord, il est peut-être mal paramétré, et puis, il y a eu depuis 2004 des virus qui arrivent à désactiver l'antivirus. Ainsi, en 2004, on a eu Netski. Netski, avant d'opérer son action malicieuse, il parvenait à désactiver l'antivirus présent sur le PC. Donc pendant des années, ça a été une course du chat et de la souris. Un antivirus trouvait la parade contre Netski. Il y avait une nouvelle version de Netski qui arrivait et qui désactivait l'antivirus. Donc voilà, ça a été vraiment un combat du chat et de la souris. Mais c'est pour vous dire que même un antivirus n'est pas forcément la protection suffisante un antivirus classique. On verra dans l'atelier qu'il y a des produits qui s'appellent des antimaliciels qui sont plus puissants et on verra aussi comment les exécuter. Idéalement, vous verrez ça dans l'atelier, tous les mois, il faut passer une petite demi-heure à vérifier que tout est safe dans son PC avec certains logiciels dont on vous donnera les références. Voilà. Donc on a fait le tour pour les virus. On va passer au deuxième type de menace. Les rançongiciels.
Donc les rançongiciels s'appellent également ransomware, peut-être vous l'avez vu passer sur divers sites. Donc ce sont des... Je ne vais pas vous donner de mots techniques comme ça, on va dire des maliciels qui donc s'introduisent dans les ordinateurs de particuliers ou d'entreprises, qui permettent après de crypter les données du dit ordinateur ou de la dite entreprise, ou même d'un particulier, hein, n'importe. Et après, une fois que les données sont cryptées, vous avez un pirate qui vous contacte pour vous demander de l'argent afin de pouvoir vous décrypter ces données. Donc c'est vraiment une rançon, hein, voilà. Le plus souvent c'est demandé en bitcoin en échange de la clé de déchiffrement. C'est ça. Donc imaginez, il faut vraiment imaginer, c'est arrivé à des tas d'entreprises, y compris à des cabinets d'avocats, des gens. Ils arrivent le matin, ils allument leur PC et il n'y a plus rien. Et il y a juste un message disant voilà, vos données ont été cryptées. Donc vous imaginez d'un seul coup, vous n'avez plus accès à votre Facebook, vous n'avez plus accès à votre Twitter, vous avez peut-être des années de création, si vous n'avez pas fait de sauvegarde, de fichiers, des photos, et tout ça c'est inaccessible. Vous avez peut-être la comptabilité de votre boîte, si vous avez une petite entreprise, tout ça c'est devenu inaccessible, et pour pouvoir y accéder, on vous demande une rançon. Quelques exemples. Alors, il y a eu de très grandes entreprises françaises qui ont été impactées par des rançongiciels, parfois par le biais de filiales très éloignées. Par exemple, WannaCry a frappé Renault par le biais d'une filiale basée en Slovénie. Saint-Gobain, il a été touché à partir d'une filiale en Ukraine. Fleury-Michon a vu son système informatique bloqué durant 5 jours. Ce qui est quand même énorme pour une entreprise. Je ne vous dis pas la perte de chiffre d'affaires que ça a dû faire. Et une PME de Clermont qui vendait des pièces détachées a dû mettre la clé sous la porte suite à une telle attaque. Ben oui, parce que les boîtes n'ont pas toujours les moyens de payer la rançon qu'on leur demande. Voilà. Donc, le coût des rançongiciels a été évalué à 1 milliard de dollars en 2019. Mais il est possible que ça ait beaucoup monté parce que tu avais une donnée là-dessus, Gisèle ? Oui, en 2020, on s'est rendu compte que durant le confinement, il y avait une attaque de ransomware toutes les 11 secondes dans le monde. Et qu'une cyberattaque avait lieu toutes les 39 secondes. Donc cyberattaque, n'importe quelle attaque, virus, phishing ou quoi que ce soit. Donc pour les ransomware, pour les rançongiciels, toutes les 11 secondes, et pour les autres attaques, toutes les 39 secondes. Donc c'est vraiment très fréquent. Voilà, c'est le plus grand fléau actuel de rançongiciel. On va passer maintenant au troisième type de maliciel, enfin de nuisance, qui s'appelle le scam ou arnaque. Scam est un terme qui désigne toutes sortes d'arnaques cyber, donc toutes sortes d'arnaques sur Internet ou sur ordinateur. Quel est l'objectif du scam ? C'est, vous savez, d'habitude, les pirates essaient de décoder votre mot de passe, ils essayent de vous soutirer, de reconstituer votre numéro de carte bancaire en faisant tourner des programmes, ça peut prendre des jours et des jours. Là, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils utilisent les rapports sociaux pour vous amener à vous-même donner votre code bancaire, votre mot de passe, ou donner de l'argent par amitié, ou alors pour payer pour un produit qui a l'air miraculeux, la repousse des cheveux, je ne sais pas, des trucs comme ça, et que vous ne recevrez jamais. Donc là, on utilise ce qu'on appelle, il y a un terme anglais, l'ingénierie sociale. C'est donc l'ingénierie, le terme d'ingénieur. On utilise les rapports humains pour vous essayer de vous apitoyer, de vous amadouer, de faire appel à vos bons sentiments. C'est totalement vicieux, nous sommes d'accord, mais qu'on le veuille ou non, il y a des gens comme ça, ils ne sont pas nombreux, mais ces gens-là peuvent faire beaucoup de dégâts. Et donc, on l'a vu vers le départ, un rapport du Sénat américain a estimé qu'en 2019, rien que sur l'Amérique, c'était 3 milliards de dollars. Il y a eu une grand-mère récemment qui a fait une déclaration sur Internet parce qu'elle s'était fait avoir par un faux technicien de Microsoft qui lui avait dit qu'il allait l'aider à réparer son Windows et il lui a soufflé ses 6 000 € d'économie. Donc voilà, elle a témoigné pour que ça n'arrive pas à d'autres. Quelques exemples de scam ? Alors, vous avez certainement tous reçu ce genre d'email à un moment donné ou à un autre. Vous venez de gagner un iPhone à 1 €, c'est super. Mais alors, vite, allez sur le site, confirmez l'achat. Vous n'avez que 40 minutes. Après, ce sera fini
et surtout entrez bien vos coordonnées bancaires. Donc là, nous avons vraiment une façon de récupérer des coordonnées bancaires et de vous arnaquer. Ou alors vous avez un message ou un appel qui vous signale que votre ordinateur est infecté et qui propose une intervention professionnelle pour nettoyer. Je crois que tu avais Oui, c'est l'exemple que je vous ai donné donc, du faux technicien de Microsoft qui a proposé de réparer le Windows. Il demandait juste 50 € et donc en fait il a sifflé les 6 000 € que la femme avait en économie. Vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui vous demande d'ouvrir un compte bancaire pour lui ou pour elle parce que dans son pays c'est impossible de le faire. Ou alors un notaire qui vous contacte, vous venez d'hériter d'une somme d'argent d'un cousin éloigné. Vous aviez un cousin en Amérique et vous ne le saviez pas. Et voilà, il y a peut-être un énorme pactole à récupérer. Et vous arrivez vers un site de phishing. Donc le phishing, on va en reparler plus tard, c'est un site qui imite un vrai site. C'est un faux site, quoi. Et il récupère vos données bancaires parce qu'il faut régler un petit peu les frais de succession. Il y a 2 000 € de frais de succession pour récupérer 100 000 € par exemple. Et là, on va vous raconter toute une histoire véritable. Voilà, arnaque au sentiment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a lieu assez fréquemment. Cet exemple-là, c'est celui de Georgina qui a reçu un jour une demande d'amis d'un militaire qui était soi-disant en service pour la paix en Afghanistan. Bon, en général, il faut toujours qu'il ait un super métier ou une super activité qui fasse dire que waouh, c'est une bonne personne. Et donc Jim lui a dit qu'il se sentait seul là-bas. Et puis, à force de parler, enfin d'échanger des messages, il l'a apitoyé. Il lui a expliqué qu'il avait été posté au Niger, mais que son service allait bientôt se terminer. Service militaire. Voilà, et que voilà, il comptait les jours avant de la rencontrer parce que vraiment, ils avaient tissé des liens très forts par l'intermédiaire d'Internet. Et il lui a raconté qu'il voulait ouvrir une boutique de pierres précieuses parce que, au Niger, il y avait des carrières d'extraction à proximité et que c'était le meilleur moyen d'avoir des diamants. Et il promettait de lui en apporter. Mais il y avait un problème. Sa carte bancaire était bloquée au Niger. Et donc il a demandé à Georgina, en toute faveur, de lui transférer 15 000 $ qui lui permettraient de régler les frais d'exportation des diamants, 2% de leur prix réel, soi-disant. Et bien Georgina, elle est tombée dans le panneau, elle y a cru et elle a donné l'argent. Donc Jim, il s'est dit, super, la bonne affaire, on va continuer. Donc il a raconté qu'une fois arrivé en Malaisie, les douaniers avaient saisi les joyaux. Et alors cette fois-ci, il fallait 20 000 $ pour les débloquer. Ouais, des pots de vin, quoi. Voilà, les douaniers sont corrompus et il faut absolument leur donner de l'argent. Mais Georgina, elle a emprunté sur le crédit de sa maison et elle a payé. Ça devient déjà sérieux. Voilà. Elle a ensuite appris, toujours par Internet, que Jim avait été mis en prison pour contrebande en Malaisie. Et là, d'un seul coup, il y a un prétendu avocat de Jim qui réclamait 15 000 $ à nouveau pour le faire libérer de prison et pour son jugement. Donc, il y avait une complicité là. Eh bien, elle a continué, Georgina a continué, elle y a cru, elle a continué à payer. Et elle avait tellement envie d'aider Jim qu'elle a fini par payer plus de 100 000 $ en étant persuadée qu'il la rembourserait avec des diamants par la suite. Et c'est finalement en contactant la police locale qu'elle a compris qu'elle avait été victime d'un scam et qu'elle ne reverrait jamais son argent. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez peut-être dire oui, elle est peut-être un peu nunuche, Georgina, mais c'est arrivé. Moi je connais un éditeur de magazine, donc on peut penser que c'est quelqu'un malgré tout qui n'est pas un bénet et qui s'est fait avoir par une femme en Colombie qui était soi-disant amoureuse de lui, qui n'a jamais mis le pied à Paris. Voilà, ce genre de personne, il a tendance à cibler des gens seuls, solitaires, et on les voit parce que sur Internet, ils vont poster un petit peu leur vie privée, leur état d'âme. Donc ce sont des cibles faciles. C'est des particuliers qui vivent seuls, qui ont peu d'amis ou qui ont envie de connaître le grand amour. Enfin voilà, tout ça, ce sont des cibles potentielles pour ces gens-là. Et je vous rappelle donc que c'était 3 milliards de dollars, donc 3 milliards d'euros grosso modo, en 2019. On va passer au risque suivant qui est le phishing. Qu'est-ce que c'est que le phishing? Donc, on vous redirige vers un site qui imite un autre site. On donnait l'exemple tout à l'heure, par exemple, vous croyez être sur le site de la FNAC, vous rentrez vos coordonnées, ou vous croyez être sur le site d'Amazon, vous rentrez vos coordonnées, votre mot de passe, et après, la personne qui a votre mot de passe peut aller faire ses emplettes tranquillement.
Donc c'est la tentative de récupérer, mais vraiment au lieu de s'embêter, normalement les pirates ils ont des programmes qui peuvent tourner des jours et des jours pour essayer de décoder quel est votre numéro de carte bleue ou votre mot de passe. Là c'est facile, c'est vous qui le donnez. Vous êtes vraiment généreux parce qu'on vous dirige vers un site web qui semble être celui d'Amazon et c'est pas celui d'Amazon. Alors, il faut savoir que c'est pas n'importe quel site qui se sont fait impacter. Par exemple, en 2015, on n'a pas forcément des chiffres là-dessus, mais en 2015, Facebook, Google et Yahoo ont été parmi les 3 organisations attaquées. Moi, j'ai connu, par exemple, un éditeur de magazine, mais là, de magazine web, qui s'était fait pirater son Facebook. Il avait dû être dirigé vers un site bidon. Le gars a récupéré son mot de passe et pendant 2 jours, il ne pouvait plus rien publier sur Facebook. Et c'était même très embêtant parce que il y a des gens, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous appelez quelqu'un et vous dites « Mais tu as vu ce que tu as posté, ça ne ressemble pas du tout à tes opinions habituelles, c'est comment tu peux poster des trucs pareils ?» Et le gars vous dit « Je ne suis pas au courant. » Ben, le gars s'est fait pirater son Facebook. Voilà. Donc ça, on va apprendre à reconnaître le phishing et à s'en prémunir. 5e risque. Le vol de mots de passe. Donc on en a vu quelques exemples ici, comment on peut vous piquer un mot de passe par le phishing ou par le scam, les arnaques, mais il y a d'autres méthodes. Il faut savoir que des très très grandes sociétés ont subi des vols de bases de données. Qu'est-ce que c'est? Vous avez parfois sur certains sites, vous cochez une case, rentrez vos numéros de carte bleue une fois pour toutes, comme ça, nous on le garde et puis vous n'avez pas besoin de le taper la prochaine fois. Eh bien, idéalement, il vaut mieux ne pas cocher ce type de case parce que quand vous voyez que des boîtes de la taille de Sony c'est pareil, hein, Orange, Yahoo, Dropbox, il y a eu des boîtes de cette taille-là qui se sont fait piquer leur base de données. Souvent, on raconte l'histoire dans le livre sur Dropbox, c'est la négligence d'un seul employé qui avait mal protégé quelque chose. Et donc, la négligence d'une seule personne peut faire que, hop, ces bases de données ont été volées. Donc ça veut dire que les mots de passe sont volés. Après, les pirates peuvent rentrer dans vos données facilement. Donc on vous apprend dans l'atelier, comme dans le livre, comment construire des mots de passe très très difficiles à décoder. On va y revenir. D'après vous, une question. Alors, on pose la question, on vous laisse 2-3 secondes pour y réfléchir. Quel est d'après vous le mot de passe le plus utilisé depuis cette année, je crois, oui, cette année consécutive? Quel est le mot de passe le plus utilisé au monde? Au monde. Tic-tac, tic-tac. Et donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça paraît dingue, hein? Et le deuxième, c'est pas mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est un peu plus recherché quand même. Le troisième, c'est QWERTY. L'équivalent d'AZERTY, donc des claviers en américain. Les claviers américains, ça commence par un Q. Le quatrième, c'est password. Qui veut dire mot de passe. Donc le gars lui demande mot de passe, il répond mot de passe. Voilà. Donc ça veut dire que 80, selon l'étude Splash d'Attaque qui a obtenu ces chiffres, 98% des comptes sont piratables. C'est dingue. Un pirate, peut-être qu'à la limite, il irait sur votre compte, il commencerait par taper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il pourrait se dire, on ne sait jamais, cette personne a peut-être mis un mot de passe comme cela. Voilà, et puis vous voyez sur le top 10 qu'on vous avait mis là, les autres mots de passe, ils sont pas mieux. Hein. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enfin voilà, ce sont vraiment des mots de passe très faciles à trouver. Voilà. Donc dans l'atelier, comme dans le livre, on vous apprend à créer des mots de passe sécurisés. Et il faut savoir que si vous avez un mot de passe sécurisé, bien sécurisé, il faut des années et des années. Je veux dire, la plupart des pirates vont se décourager. Un bon mot de passe, il faudra des années pour le décoder, si ce n'est pas des vies entières. Je veux dire, il y a des mots de passe qui peuvent résister à des dizaines de milliers d'années de calcul. Donc on va vous apprendre à faire ça. Mais vous allez sans doute dire une chose, c'est bien beau, mais si j'ai un mot de passe trop compliqué, je ne vais jamais m'en rappeler. Bon, on va aussi vous enseigner des techniques pour créer des mots de passe sécurisés et mémorisables. Et puis, on va aussi vous parler de certains logiciels qui peuvent se mettre entre vous et les sites et gérer les mots de passe à votre place. Enfin, on va voir tout ça dans l'atelier. 6e point, les réseaux sociaux. On a vu qu'on peut se faire pirater ces réseaux sociaux, mais ce n'est pas tout.
Sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont tendance à exposer un grand nombre d'informations personnelles, y compris à des inconnus parce que tout est public. Et un pirate, il n'a plus qu'à aller se servir. Par exemple, il y a des gens, ils vont dire je vais donner le nom de ma chienne comme mot de passe, Martha. Et puis, il y a 12 000 photos de Martha sur leur Facebook. Il y a aussi une autre chose qu'on verra dans l'atelier, c'est que les réseaux sociaux ne sont très très loin d'être inoffensifs. Pour prendre un exemple rapide, il y a un type, il y avait un vol qui était en retard en Irlande, et il a posté sur Twitter, il a dit vraiment cette compagnie, je ne sais plus comment elle s'appelait, elle est vraiment pas bonne. Et au moment, donc une demi-heure plus tard, au moment de rentrer dans l'avion, on lui a refusé l'accès. On a dit voilà, si vous n'aimez pas notre compagnie. Donc les réseaux sociaux ont des oreilles, si on peut dire, et ça peut avoir des conséquences même bien assez graves. On va vous donner 2 exemples là. Oui, il y a Kevin Colvin, s'était absenté de son poste à l'Anglo-Irish Bank sous prétexte d'une urgence familiale. Or, une photo postée sur sa page Facebook l'a fait apparaître complètement ivre durant une soirée Halloween. Et il a été congédié. Et oui, de même, vous pourriez penser que lorsque vous avez un Facebook où il n'y a que des amis dedans, vous êtes protégé. Eh bien, le Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a décrété qu'il était légal de licencier les employés pour avoir exprimé des critiques contre leur entreprise sur Facebook. Alors même que ces propos n'étaient accessibles que par un cercle fermé d'amis, il y avait un des amis, en question entre guillemets, qui a dénoncé les autres. Et ils ont été licenciés. Voilà, ça ne devait pas être un véritable ami. Enfin bon, tout ça, l'idée c'est qu'il faut apprendre à utiliser les réseaux sociaux de façon avisée, de façon consciente. Et on va vous enseigner, c'est la dernière partie de l'atelier, on va vous enseigner à protéger vos réseaux sociaux afin que vos données restent confidentielles, ne soient pas accessibles à n'importe qui. Parce que je peux vous dire aussi une chose, un employeur de nos jours, la première chose qu'il fait quand vous envoyez un CV, c'est de taper votre nom et s'il tombe sur votre Facebook, c'est, comme on dit, c'est Byzance, quoi. Il va se servir, il va regarder. Moi, j'ai eu une fois une copine qui m'a appelé en urgence, peut-être 5 ou 6 ans plus tard, en disant « Est-ce que tu peux supprimer la photo de moi où je suis en maillot de bain sur ton blog, car cette photo m'empêche de trouver du job. » Peut-être qu'elle postulait à cette époque-là pour un job dans des sociétés très sérieuses et ça ne se faisait pas d'avoir une photo en maillot de bain sur Internet. C'est le monde dans lequel nous sommes, il vaut mieux le savoir et il vaut mieux s'en protéger. Nous en arrivons au septième risque. Enfin bon, il y en a en fait des dizaines, mais là on vous passe en revue les principaux. Ce sont les clés USB. Le fait que les clés USB peuvent transmettre des maliciels. Les clés USB ne sont pas un support très fiable. On va vous expliquer pourquoi dans l'atelier, mais on va aussi le voir maintenant. Donc d'après une expérience du Michigan, il y a eu à peu près 300 clés USB qui ont été lâchées dans la nature, sur un campus, sur des parkings. Et il s'est avéré que presque la moitié de ceux qui trouvaient une clé USB égarée l'inséraient dans leur ordinateur et consultaient les fichiers et notamment les photos de vacances. Enfin, toutes les photos en fait. Donc vous imaginez si vous perdez une de vos clés USB, les gens vont commencer à parcourir les fichiers et puis dans cette expérience dont on parle là, il n'y en avait qu'une petite partie qui comptait le rendre à leur propriétaire. Il y en avait sinon peut-être pas une petite partie, mais il y en avait au moins 40% qui ne comptaient pas le rendre à leur propriétaire. Ça veut dire que vos données seraient perdues. Et puis, les clés USB, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un vecteur d'infection important. Quelques exemples ici. Par exemple, vous branchez votre clé USB sur un ordinateur public qui est infecté. Donc ça peut être dans un workshop, un cybercafé. Le virus s'introduit dans la clé. Après, vous connectez votre clé à votre ordinateur et l'infection s'y propage. Voilà. Ou alors vous avez un copain qui vous dit « Tiens, j'ai une copie craquée d'un jeu, de Minecraft, ou je sais pas. Tiens, je te la file » et vous ne savez pas que cette copie est infectée. Et hop, vous infectez votre ordinateur. Et vous avez certaines clés qui contiennent un petit fichier spécial qui amène Windows à exécuter un programme à peine la clé est introduite dans l'ordinateur. Et on en arrive au dernier point, le Wi-Fi. Le Wi-Fi est beaucoup moins secure qu'il ne le semble. Et si on peut vous donner déjà quelques conseils dans cette introduction,
ne consultez pas vos comptes bancaires, si c'est possible, depuis un accès Wi-Fi. Pourquoi? La liaison Wi-Fi, elle est établie par le biais d'ondes radio. Et un pirate qui est bien équipé, il peut intercepter ces ondes radio et, bien sûr, c'est envoyé sous forme cryptée, mais il peut tâcher de le décrypter. Alors, où se situe le problème? Mais le problème, c'est qu'il y a des accès Wi-Fi un peu partout, dans les gares, dans les aéroports, dans les cafés. Et vous allez avoir cette annonce, Wi-Fi gratuit. Et souvent, ce Wi-Fi, il n'est pas sécurisé. Le mot de passe, ça va être genre, je sais pas, ça va être le nom du bar où vous êtes, ça va être Jeannette, ça va être... Ou alors, une fois que vous l'avez eu une fois, vous l'avez et donc vous pouvez savoir quel est le mot de passe des autres puisque c'est le même mot de passe Wi-Fi pour tout le monde. Donc là, on a vu les principaux risques. Hein. On se rappelle, il y avait, tu veux nous les redire Gisèle? Donc les virus, les rançongiciels, le scam ou arnaque, le phishing, le vol de mots de passe, les données personnelles sur les réseaux sociaux, les maliciels transmis par les clés USB, les failles de Wi-Fi. Alors bon, l'idée là, c'est pas de vous faire peur. Hein. L'idée, c'est de vous dire qu'il est possible de se prémunir. Parce que c'est un peu comme si on vous disait, vous allez vous rendre dans un pays qui est un petit peu touchy, mais il y a des endroits qui sont totalement safe, quoi. L'idée, c'est que quand vous allez dans telle ville, à l'autre bout du monde, de ne pas aller dans tel quartier où on risque de se faire rançonner ou pire. Donc voilà. L'idée, c'est que si on adopte les bons réflexes, on peut se promener dans Internet comme on se promènerait dans un pays étranger avec les bons codes. Et à chaque fois, quelle que soit la menace, on vous donne les solutions pour se prémunir et pour protéger votre ordinateur, donc vos données, donc votre compta, vos photos, votre compte en banque. Pas vous faire prendre toutes ces données. Et dans l'atelier vidéo, donc vous verrez qu'il y a des pas à pas avec des captures écran, ce qu'il faut cocher, ce qu'il faut décocher. Enfin voilà, vous avez vraiment tout le nécessaire pour sécuriser toutes vos données. On va couper la diffusion et puis on va vous souhaiter aussi une très très bonne soirée. Encore merci d'avoir pris le temps d'être ici avec nous ce soir. Merci en tout cas et encore une fois désolé, mais Oui. voilà, on va vous faire un replay. Ça marche. Oui. Très bonne soirée à tous et puis on vous envoie tout ça. On vous fait des gros bisous et puis on vous dit à très bientôt. Très bonne soirée à tous. À bientôt, au revoir. Merci à vous. Au revoir.